Bonjour, vous voulez savoir comment une jeune femme de 21 ans a réussi à s'imposer dans le monde professionnel? Accompagnée par sa mère qui l'a toujours épaulée, ensemble elles ont créé une école digitale à Madagascar. Une école qui permet de mettre en valeur les jeunes pour qu'ils puissent avoir de l'impact. On vous présente Mathilde et sa mère qui vont nous partager leur parcours qui est plein de détermination et de persévérance avec leur secret de réussite. Alors on vous invite à rester jusqu'à la fin. Moi c'est Mathilda, je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi à Madagascar, j'ai fait sport-études en France. Après j'étais à la Sorbonne en sciences politiques et j'ai pas fini mes études parce que j'ai lancé Saina et que pour moi j'avais besoin de faire quelque chose de concret et j'avais besoin de savoir que je participe à quelque chose de plus grand que moi. Et donc voilà, maintenant ça fait 2 ans et demi que j'ai lancé Saina et du coup j'ai arrêté pendant ma 2e année. Donc j'ai validé ma 2e année mais là je n'ai pas fait encore ma 3e année. Voilà. Moi, je suis ingénieure polytechnique de formation. Ça fait 30 ans que je suis dans la consultance IT, donc une formation de technologie. Plus de 10 ans dans tout ce qui est digital, transformation digitale. Et Saina est arrivé comme pour la suite d'un projet que j'ai déjà eu il y a 20 ans à Madagascar. C'est mon 2e retour à Madagascar, un premier retour en 2002. Avec un centre de formation qui s'appelait ADFP et que j'ai pas pu continuer parce que l'écosystème n'était pas encore assez mature pour le projet que j'avais fait. Et là, je reviens pour aller un peu plus loin et pouvoir continuer quelque chose que j'ai dû arrêter à un moment donné. Donc c'est vraiment un privilège de faire cette aventure avec Mathilde. Et on est content d'être là ensemble pour ça. Saina, c'est la première école du digital à Madagascar. Donc on forme à tous les métiers du digital. Donc aujourd'hui on forme sur le métier de développeur, designer, data scientist, data engineer, tout ce qui est product owner, product manager, marketing digital, sales dans la tech. Donc c'est vendre dans les métiers de la tech. Et notre particularité, c'est qu'on avance les frais de formation que les étudiants remboursent une fois qu'ils sont placés sur des missions internationales ou sur des projets de notre factory ou dans des entreprises locales à Madagascar. Maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on existe. On a formé plus de 150 jeunes, on a 80% de taux d'insertion professionnelle et on a à peu près 50 entreprises qui travaillent avec nous. Et aujourd'hui, on commence à s'attaquer à des plus gros projets de transformation digitale pour des entreprises, pas qu'à Madagascar, mais dans le monde entier, en Australie, en France, en Afrique du Sud. Et Saina, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu l'histoire qui reprend en fait, qui s'est arrêtée à un moment et qui reprend. Et Saina, l'esprit, c'est de pouvoir vraiment mettre de la valeur sur des jeunes ou des moins jeunes pour qu'ils puissent rentrer dans leur destinée. Ils sont appelés, chaque personne est appelée à s'exprimer et à pouvoir être... oh là là, je sais pas comment dire ça, mais on veut mettre... Enfin, l'idée de Saina, c'est vraiment mettre de la valeur sur les personnes pour qu'ils trouvent leur place dans la société et pour qu'ils puissent avoir un impact dans la société au travers de leur vie personnelle, mais professionnelle et vie familiale. Donc nous, on est là pour aider ces personnes-là à avoir un impact en fait dans la société. C'est ça en fait, Saina. Déjà, pour répondre à cette question, il faut savoir qu'un entrepreneur, il ne doit pas forcément toujours aller chercher des fonds, mais il doit surtout vendre ce qu'il fait et s'assurer que son produit ou son service est bon et qu'il a des clients qui sont prêts à l'acheter. Donc ça, c'était plus pour le côté entrepreneurial. Après, effectivement, on a eu beaucoup de chance, on est bénis parce que y a beaucoup de gens qui nous aiment et qui ont aimé notre projet. Et donc, comme tout projet entrepreneurial, il commence par ce qu'on appelle la love money. Donc, on a commencé par on devait lever 4 000 € au tout début de Saina et on a levé 5 000 €. Donc c'était mes amis, c'était ma famille, c'était parfois des gens que je ne connaissais pas qui m'ont fait confiance, qui nous ont fait confiance et qui ont cru dans notre projet tout simplement et qui ont dit bon, on va mettre de l'argent dedans. Et donc c'était de love money, ils n'attendaient rien en retour.
Et donc voilà, donc ça nous a permis de lancer notre première promotion et de grandir petit à petit, puis après de commercialiser cette première promotion, puis de refaire une deuxième promotion, etc. Et là, on en est à la 8e promotion. Oui, Mathilde l'a très bien dit, les gens ils sont touchés en fait par le sens de ce qu'on est en train de faire. Et puis c'est beaucoup la grâce. Vraiment, je parle de la grâce de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur. Et moi je dis toujours, quand Dieu vous met une vision dans votre cœur, il met aussi la provision. Donc Saina, c'est vraiment de la provision surnaturelle qui vient directement de Dieu. Voilà, et qui a touché le cœur des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui est venu nous permettre, qui nous a permis de faire les premiers pas et d'avancer petit à petit en fait. Voilà. Les difficultés, il y en a énormément. Tous les jours. Tous les jours. Et c'est ça qui fait que c'est passionnant en fait. Les premières difficultés, c'est quand on a commencé Saina, c'est Mathilde qui est venue toute seule. Donc porter Saina, et moi j'ai dû rester en France parce qu'il fallait quand même soutenir financièrement. J'ai dû garder mon emploi là-bas, le temps qu'on avance et qu'on ait fait les premières promotions. Donc c'est beaucoup de coaching. Mathilde était ici, moi j'étais en France. J'ai beaucoup coaché tous les jours parce que c'était pas facile. C'est pas facile parce qu'on vient apporter des concepts qui n'existent pas. On vient faire bouger les lignes, on vient faire bouger les mindsets. Donc au début, il faut être clair. On nous a pris pour des fous, pour des folles parce qu'on est des filles. Mais c'est par la folie qu'on commence à changer les choses. Et l'important, c'est de croire. Malgré les circonstances et malgré ce que disent les gens, c'est de croire en ce que vous avez dans votre cœur et d'aller jusqu'au bout en fait. Et les difficultés au fur et à mesure, on les règle au fur et à mesure que ça vient. Voilà. Pour moi, je dirais que la difficulté, ça a été de se confronter à la culture malgache. Donc moi, même si j'ai grandi à Madagascar, j'ai aussi grandi en France et on va dire que la culture française, la culture européenne de façon générale a fait un peu qui je suis, d'être une fille qui parle fort, qui se laisse pas faire. Et en fait, quand je suis arrivée ici, je rencontrais des entreprises et des gens qui disaient mais qu'est-ce que cette gamine a fait là, de toute façon, elle est là parce qu'elle a couché avec le fils du patron. Des choses comme ça en fait qu'on ne pense pas en fait faire face. Et en même temps, nous, on arrive, comme disait ma mère, avec un concept qui est que c'est pas les études qui font ta personne et c'est pas les études qui vont définir ton avenir. Donc, on voulait prendre des gens qui avaient un bac ou un bac +2 ou un bac +3. Et puis, les entreprises à Madagascar, elles étaient comme non, notre politique de recrutement, c'est bac +5. Donc, on se confrontait à ça et nous, on croyait profondément en ce qu'on faisait. Et je pense que comment on a réussi à surmonter ça, c'est vrai avec beaucoup de foi, avec beaucoup de détermination, mais surtout de ne pas se laisser abattre. En fait, quand on avait une entreprise qui disait ça, c'est repartir à l'autre rendez-vous et recommencer son discours, recommencer à expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi c'est important et en quoi ça va changer en fait la vie de leur entreprise et la vie des étudiants et peut-être la vie économique à notre petite échelle de Madagascar. Donc ouais, je pense que c'est beaucoup de se relever et de se re-questionner toujours en permanence et de comprendre pourquoi ils pensent ça et comment on peut démonter ce qu'ils pensent de façon intellectuelle et scientifique et de façon prouvée. Super. Ce qui me motive dans mon travail, je pense, c'est les jeunes. Tout simplement, c'est pouvoir être capable de dire que j'ai permis à un jeune qui vivait dans les bas quartiers ou qui vivait très loin, qui n'avait rien, et de lui avoir donné tout finalement parce que on lui a donné une indépendance financière et c'est ce qui lui permet d'ailleurs de s'aider lui-même, d'aider sa famille, de développer ses propres projets entrepreneuriaux, qui ne sont pas forcément liés à la tech. Et donc pour moi, je pense que c'est ce qui me motive le plus. Et parfois, il y a des périodes où on en voit moins. Il y a des périodes où il y a des étudiants qui ne sont pas reconnaissants, des étudiants qui partent alors qu'on leur a donné des choses. Et en fait, on se rappelle, on se souvient de ceux qu'on a aidés et de ceux qui sont reconnaissants et qui derrière en fait viennent nous aider à leur tour. Et moi, je pense que c'est ça qui me motive tous les jours
à faire ce qu'on fait, quoi. Oui, ce qui nous motive en fait, c'est le feu qui est à l'intérieur de nous qui dit que pour une seule personne faire tout ça, ça vaut la peine. Parce que la vie d'une personne, ça compte. Et c'est pour ça qu'on le fait et qu'on se lève tous les jours. Et aussi, pourquoi? Parce que c'est extra de bosser avec sa fille. C'est extra de bosser avec la jeunesse, de bosser avec quelqu'un qui croit en ce qu'il fait, qui va jusqu'au bout, qui ne se laisse pas démonter, qui ose parler. Parce que parler pour une fille à Madagascar, c'est compliqué, hein. Et franchement, travailler avec Mathilde, c'est vraiment une grâce et un privilège. Et j'apprends. J'apprends beaucoup. Et même à mon âge, même avec mes cheveux blancs, on apprend. On apprend beaucoup. Et c'est ça qui me motive dans ce qu'on fait à Saina. Ouais, il y a eu tellement de moments où vous voulez abandonner. Ouais. Beaucoup de moments. En fait, Saina, on est passé par plusieurs phases, hein. On a pivoté, mais un nombre incalculable de fois. Et on s'est dit, on aurait déjà pu mourir l'année dernière, au mois de septembre, parce qu'on n'avait pas les fonds. Mais on est comme soutenu de manière surnaturelle, en fait, on va dire. Et on est encore debout. On est encore debout, en fait, parce qu'on croit. La foi fait déplacer des montagnes, en fait, c'est ça. Parce qu'on croit en ce qu'on fait et à chaque fois qu'on pense que c'est fini, on a un signe. On a un signe de Dieu, on a quelque chose, une provision qui vient de Dieu, mais directement pour dire non, je suis là, je suis avec vous et tenez bon parce qu'il y a mieux après. Pour ajouter juste par rapport à qu'est-ce qui nous pousse à ne pas abandonner, je pense que c'est la puissance de son entourage. Et c'est très important d'être bien entouré et c'est difficile de bien s'entourer, mais quand on a les bonnes personnes qui sont autour de soi, qui ont les bonnes compétences et qui savent gérer des situations qu'on n'a jamais gérées, parce moi je suis une primo-entrepreneur, c'est ma première boîte, donc il y a des choses que je découvre et le fait d'être bien accompagné, d'avoir des gens qui m'aiment et des gens qui sont prêts à se retrousser les manches pour trouver des solutions avec nous, ça fait qu'on n'abandonne pas en fait. Alors que si on était seul, on abandonne. Parce que là, vous nous voyez nous deux, mais il y a une grande équipe derrière et des personnes qui nous soutiennent. C'est très rare. C'est plus avec les étudiants que ça arrive qu'ils soient plus jeunes que moi. Donc parfois, c'est un petit peu déroutant. Mais moi, je ne fais pas de différence entre une personne plus grande ou une personne plus jeune. Je vais toujours avoir cette attitude d'écoute en fait, parce que je pense que quelqu'un de plus jeune a beaucoup de choses à m'apporter, autant qu'une personne plus âgée a beaucoup de choses à m'apporter. Et moi, j'ai autant à apporter pour ces personnes-là. Donc une attitude d'écoute et de collaboration. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on arrive à travailler avec les deux types de personnes. Pour ma part, je pense que quel que soit un jeune ou moins jeune, on va dire, c'est beaucoup d'empathie, de la compréhension, de l'écoute. Et c'est pas parce que la personne a 18 ans qu'elle a moins d'importance que quelqu'un qui en a 50. Et en fait, chaque personne mérite d'être considérée comme une personne à part entière. Et donc pouvoir être écoutée, pouvoir avoir de l'empathie, pouvoir l'aider même à trouver sa voie. Donc, et qui peut aussi nous apporter à chacun de nous en fait. Voilà. Le réseau, c'est très important et comment on se construit, c'est au départ, on va à beaucoup d'événements. Donc tout type d'événements confondus, que ce soit autour de la tech, que ce soit autour des entrepreneurs, que ce soit après dans des groupements. Et après, c'est beaucoup de relationnel. En fait, moi, j'ai appris une chose, ma première année dans l'entrepreneuriat, c'est que le plus important, c'est pas la relation professionnelle, mais c'est la relation personnelle que tu entretiens avec les gens. Et que finalement, ce qui compte le plus, c'est comment la personne elle va, comment vont ses enfants, comment va sa famille, est-ce qu'elle est épanouie ou pas. Et puis après, le business, derrière, ça arrive de façon simple en fait. Et je pense qu'il faut être très authentique avec les personnes qu'on rencontre. Et moi, je pense toujours,
qu'est-ce que je peux leur apporter et je pense que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Quand on est entrepreneur, c'est qu'on veut apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Et ouais, donc je pense que c'est ça. Et puis après, comme on a fait pour développer le réseau de Saina, on a créé la French Tech à Madagascar, la French Tech Antananarive, qui est un gros réseau. On s'est greffé à beaucoup de groupements ou de réseaux de cette façon-là pour faire grandir tout simplement notre réseau et de se faire connaître. Et même si un client ou une personne, elle va pas t'acheter tout de suite quand tu la rencontres, quand tu la rencontres, elle va te positionner dans son cerveau, elle va se dire bon, si un jour j'ai besoin de ça, je sais qui appeler. Et puis c'est arrivé plein de fois. Parfois c'est des clients, tu leur as parlé il y a 1 an et demi, puis ils reviennent 1 an et demi plus tard en disant hey Mathilde, j'ai besoin de toi. Et puis en fait c'est un énorme projet. Et je pense qu'il faut être patient et savoir entretenir des relations. Moi, mon réseautage, il y a le réseautage naturel et puis il y a le réseautage surnaturel, spirituel on va dire, et qui compte tout autant. Parce que vous savez, on est entouré d'un monde physique, mais on est entouré d'un monde spirituel, mais qui est vraiment irréel. Donc, le réseautage, ce qui fait que Saina, aujourd'hui, est ce qu'elle est, c'est dans la prière et dans l'intercession, avec beaucoup de personnes, des intercesseurs qui prient avec moi pour Saina, dans le monde entier. Donc, c'est ça la force de Saina. En plus. Comment ça se passe? Mathilde, c'est la dernière de mes 4 enfants. Et c'est comme si c'est je sais pas, c'est une manière de la retenir un peu avec moi. Et ça se passe, c'est dur. Il ne faut pas se voiler la face, c'est très dur parce que des fois, on dirait que je ne suis pas sa mère. Des fois, on dirait que je ne suis pas plus âgée qu'elle. Et pourtant, j'ai un profond respect pour elle, pour ce qu'elle fait, pour son appel. Et je suis là pour ça, en fait. Je suis là pour l'aider à s'accomplir, pour l'aider à entrer dans sa voie, dans sa destinée, dans son appel. Et c'est ça qui me guide, en fait, finalement, et qui fait que je peux supporter beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, c'est la partie un peu dark, si on peut appeler ça dark, mais c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de fierté, c'est beaucoup de complicité, d'intimité, et une relation vraiment qui est saine, où on peut se parler des choses, et qu'on ne peut pas forcément dans toutes les familles, on ne parle pas aussi facilement, mais je crois qu'avec Mathilde, on a des relations qui sont très ouvertes, très profondes, et on se comprend l'une l'autre. Et je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Je vais vous dire plein de trucs, on peut dire plein de choses, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'entreprendre avec sa maman, parce qu'une maman, elle ne vous trahira jamais. Et moi, je sais que ma mère, elle ne me trahira jamais. En tout cas, je ne sais pas pour vos mamans à vous qui regardent. Mais moi, je sais comment elle est, ma maman. Et je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Je suis vraiment bénie, quoi. Et donc, c'est vrai, je suis pas facile à vivre tous les jours, je le sais. Et parce que j'ai mon caractère, parce que je suis aussi chef d'entreprise comme ma maman. Et donc, quand on est chef d'entreprise, en fait, ça révèle des traits de caractère qu'on ne se connaissait pas nous-mêmes au départ, et donc on se découvre un petit peu. Et donc parfois je peux être un peu dure, je suis très comme ça, quoi. Rentre dedans. Je suis très rentre dedans, et donc parfois ça peut être compliqué, et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien de mieux que d'entreprendre avec sa maman, puisque si j'avais un associé, je pense qu'il aurait pété un plomb. Mais ma mère, elle a beaucoup de patience avec moi, donc c'est vraiment une très bonne chose, et moi j'ai de la chance de travailler avec ma maman, parce que moi je dis souvent que je connais rien et elle connaît tout. Parce que dans notre métier, moi j'ai pas 30 ans d'expérience dans l'IT, et ma mère elle a toute cette expérience-là. Et c'est ce qui donne aussi beaucoup de crédit dans ce qu'on fait. Même si j'apprends beaucoup sur le tas et que j'ai beaucoup appris en 2 ans et demi, moi je dis c'est la carte maîtresse de Saina, en fait. Et donc voilà, c'est une très bonne chose de travailler avec sa mère, et elle me supporte beaucoup. Et c'est bien. Vous avez besoin d'un associé qui vous supporte beaucoup.
Ouais, bah, du coup, ça en découle par rapport à la question d'avant, c'est que moi, je fais beaucoup de micromanagement. J'ai appris à faire du micromanagement parce qu'avant, je déléguais beaucoup. Et maintenant, je suis beaucoup plus. Mais on va dire que c'est très participatif. Donc, je vais inclure les gens dans la décision, dans écoutez, qu'est-ce que vous pensez de la situation, comment on peut faire, quelle est la solution que vous pouvez proposer. Parce que on est chef d'entreprise, mais c'est souvent les opérationnels qui voient ce qui se passe vraiment sur le terrain et qui peuvent avoir de vrais feedbacks. Et puis après, je dirais aussi que c'est faire confiance, beaucoup faire confiance, être dans ce qu'on appelle le care, donc prendre soin. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris, que je ne savais pas faire. Prendre soin des gens, savoir comment ils vont, avant de leur demander leurs tâches et leur reporting. Et donc, je pense que c'est très, très, très important et j'ai appris à faire du care, quelque chose que je ne savais pas faire avant. Moi, mon management, c'est vraiment un management participatif. Vraiment, je fais confiance très facilement jusqu'à ce qu'on me trahisse. Mais de prime abord, je fais confiance. Et oui, j'essaie de prendre soin des gens. C'est important. Avant d'être des collaborateurs, c'est des personnes. Et prendre le temps de les écouter, de passer du temps avec eux, ça c'est important. Et puis de la bienveillance, bien sûr. La bienveillance et l'empathie. Enfin, c'est les clés d'un management qui soit positif pour tout le monde. Alors, le principe, c'est qu'on ne délègue pas une tâche qu'on ne sait pas faire nous-mêmes. Donc, la première chose, c'est déjà, moi, il faut que je l'ai faite et que je la maîtrise, que je sais exactement comment ça se fait avant de pouvoir le donner à quelqu'un pour pouvoir bien expliquer et déjà aussi bien préparer la personne aux difficultés qu'elle pourrait rencontrer en effectuant la tâche. Donc, pouvoir transmettre aussi cette expérience-là quand on transmet une tâche à faire. Je crois que c'est ça la clé. Et puis préparer la personne de telle manière à ce qu'elle puisse la réaliser de manière confortable en fait. Ce qu'on peut ajouter à ça, c'est qu'il y a des limites dans le sens où il y a des choses que je ne saurais jamais faire, je ne saurais jamais coder. Enfin, peut-être que je vais apprendre à coder, mais ça, on ne va pas le dire maintenant. Ou il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Moi, je ne suis pas financière, je ne suis pas une spécialiste de la CNAPS ou de l'OSTI. Mais le minimum, en fait, c'est d'apprendre et c'est de comprendre le métier de l'autre. Et parce qu'il faut prendre des experts, des gens qui soient meilleurs que nous dans leur domaine. Et parce qu'on n'est pas bon partout, malheureusement, mais c'est de pouvoir comprendre chaque département de son entreprise et savoir le maximum qu'on peut savoir, en tout cas le minimum syndical. Après, c'est à chacun de définir et d'estimer, de mettre le curseur sur qu'est-ce qui est important que je sache et qu'est-ce qui est le moins important. Donc, par exemple, moi, j'ai dû mettre les mains dans le cambouis dans tout ce qui est la finance, des choses que je ne savais pas faire du tout et que j'ai dû apprendre. Et que faire du pilotage, gérer de la trésorerie, je ne savais pas faire, donc j'ai appris. C'était pas facile. Gérer des gens, gérer des humains, gérer des personnes, je ne savais pas faire, j'ai appris. Et faire des STC, tout ça, moi, je ne l'ai pas appris à l'école en fait. Personne ne me l'a appris, donc j'ai appris sur le tas et j'ai eu la chance d'avoir des personnes autour de moi. Et je pense que la clé, c'est vraiment de comprendre un minimum comment ça doit fonctionner et puis après mettre les bonnes personnes dessus pour les choses qu'on ne maîtrise pas et pour les choses qu'on maîtrise, c'est de l'avoir effectué au moins une fois et pour pouvoir bien le déléguer. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Je rebondis un peu. Enfin, effectivement, tu délègues quelque chose que tu sais faire, mais effectivement, il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on a besoin d'experts pour le faire. Et c'est aussi s'entourer des bonnes personnes autour de soi et puis savoir exactement ce qu'on veut en fait. Parce que souvent, tu ne peux pas demander à quelqu'un quelque chose si toi-même tu ne sais pas ce que tu veux. Donc être clair dans ce que tu veux et pour pouvoir le transmettre et trouver la bonne personne pour le faire. Dans un sens, il n'y a pas de journée type, mais il y a quand même, on va dire, une certaine routine. Par exemple, moi, c'est que je me lève à 6h, 6h30, je fais mon sport, je prends mon petit déj, je fais ma to-do, et puis après, on part. Et après, on bosse jusqu'à...
Et il y a des jours, le sport, je vais pas le faire le matin, je vais le faire le soir. Et donc voilà, c'est en ça qu'il n'y a pas de journée type. Après, moi, ce que j'essaie de faire principalement, c'est de faire mes rendez-vous l'après-midi et faire tout ce qui est travail avec les équipes le matin. Et donc voilà à quoi peut ressembler une journée type. Mais après, ça change, ça évolue. Il y a des choses, vous connaissez Madagascar, hein, aller chercher de l'eau en bas dans l'épicerie, c'est une expédition. Donc il y a toujours des problèmes à régler. 10 problèmes, fun. Donc il faut toujours adapter son agenda, sa routine avec la réalité de la vie, quoi. Moi, ma routine commence très tôt. C'est 5 heures du matin, d'ailleurs. Prendre un temps de gratitude, de ce qu'on a, de ce qu'on est en vie et de ce qu'on fait, Et puis, c'est vrai, un temps de... Moi, je fais du yoga maintenant. de conditions physiques, mais douces. Et puis, le petit déjeuner, ça dépend des jours. Il y a des jours où je prends juste une tasse de thé, ça suffit. Puis il y a des jours où j'ai envie d'un bon petit déj parce que la journée s'annonce compliquée. Et puis après, c'est la disponibilité. Vraiment être disponible tout au long de la journée parce que tout peut arriver. Et voilà, moi c'est ça ma journée. Et ça commence très tôt et ça finit très tard. Et il n'y a pas de samedi, des fois il n'y a pas de dimanche. Et surtout en mode confinement parce que voilà. Mais on se plaît dans ce qu'on fait et on est passionné. Je pense que si on n'avait pas la passion, on ne ferait pas ce qu'on fait. Et on aime ce qu'on fait. La question qui tue, en fait, on n'a pas vraiment de vie privée. Malheureusement, au début, aux premières années de l'entreprise, on travaille énormément parce qu'il y a beaucoup de process à mettre en place, beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à réfléchir. Parfois, on est dans le lit, il est 3 heures du matin et puis on regarde ses mails ou on a une idée qui arrive et puis on la note. Et puis après, le lendemain, on fait ce qu'on a écrit et parfois, la nuit, on ne dort pas. Et donc, on se met à répondre à des appels à projets au milieu de la nuit. Mais je pense que pour réussir le balancement, c'est surtout comprendre son corps à un moment précis de la journée. Il y a un moment, tu as envie de faire une sieste, donc tu fais une sieste, quoi. Il y a un moment, tu as envie de prendre un café, tu prends un café. Il y a un moment, tu as envie d'aller déjeuner, je sais pas où, ou loin, être tranquille, tu le fais, quoi. Et c'est réussir à comprendre vraiment les besoins de son corps et de ce qu'on a envie, en fait, pour être bien. Et c'est ce qu'il faut faire, mais toujours en balançant avec le fait que parfois, faut se mettre un coup de pied aux fesses et il faut y aller, quoi. Il n'y a pas le temps. Donc voilà, je pense qu'il faut réussir à trouver le bon équilibre pour ça, quoi. C'est tout un art, je pense. Je dirais balancer vie privée, vie professionnelle, c'est pas très étanche. c'est un peu un flux entre les deux mondes, on va dire. Et c'est ça, c'est tellement bien dit. L'avantage d'être entrepreneur, c'est nous qui gérons notre temps, en fait. On peut travailler à 23 heures et la journée aller se prendre un déjeuner, discuter avec quelqu'un pendant 2 heures ou 3 heures parce qu'on a pris. C'est important aussi de s'occuper de son corps, de son âme. Et donc c'est ça, c'est tout un art pour pouvoir équilibrer. J'appelle ça l'équilibre entre les deux. On a besoin d'être bien dans notre être pour pouvoir bien travailler et vice-versa. Donc ça se nourrit. La vie privée nourrit la vie professionnelle et la vie professionnelle nourrit la vie privée. Pour moi, le succès, il y a plein de gens qui vont dire que je suis hyper successful dans ma vie, que ma mère elle est hyper successful dans sa vie, que tout va bien. Mais ça dépend du coup de comment on définit le succès. Mais pour moi, il y a des jours où je vais te dire que je me sens pas successful aujourd'hui, mais le jour où vraiment je sens que ok là je suis contente, je suis fière de ce que j'ai fait. C'est quand il y a un étudiant qui envoie un message à l'un du staff ou à moi en disant merci d'avoir cru en moi. C'est quand un de nos étudiants il dit merci, grâce à vous, je ne serais jamais là où j'en suis aujourd'hui. Et quand je vois des étudiants qui avant, ils étaient habillés comme des clodos, quoi, et qui maintenant s'habillent en chemise, vont dans des restos et côtoient des gens qu'ils n'auraient jamais côtoyés auparavant, en fait, et qui en fait s'élèvent et grandissent. Et
Pour moi, mon succès et ma réussite, c'est quand j'ai réussi à permettre à quelqu'un de réussir dans sa propre vie. Et c'est là pour moi que je suis heureuse. Et c'est pas une question d'argent, c'est pas vraiment tout ça, quoi. C'est d'abord être bien dans sa peau, être épanoui dans ce qu'on fait et que ce qu'on fait ait du sens. C'est-à-dire qu'on ne vit pas pour nous-mêmes, mais on vit pour les autres, pour apporter ce que Dieu a mis dans notre cœur, pour l'apporter aux autres. Et je pense que c'est là, pour moi, le vrai succès. Je pense que le secret, vraiment, c'est l'amour. L'amour, le vrai amour. Ceux qui connaissent la Bible dans 1 Corinthiens 13, c'est vraiment l'amour qui est patient, l'amour qui supporte tout, l'amour qui croit tout, l'amour qui espère tout, et l'amour qui ne se vante pas ou qui ne se met pas en colère facilement. C'est ça en fait. Et l'amour, c'est notre moteur. C'est notre secret, mais c'est notre moteur. Et ce qui fait qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui. En fait. L'amour entre nous, entre mère et fille, l'amour des gens qui travaillent avec nous, l'amour des étudiants pour qui on travaille, l'amour pour les entreprises pour qui on veut faire quelque chose pour changer leur vie en fait. Tout ça, c'est leur vie d'entreprise. Et c'est ça le moteur. Et s'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien en fait. Voilà. Donc un conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est, pour ceux qui savent, du coup, c'est de regarder leur modèle, voir comment ils sont, d'où ils viennent, comment ils ont grandi, c'est quoi leurs tips, vraiment les connaître et les comprendre. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est être curieux, quoi. Regarder autour de soi. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet, quoi. Il y a tout sur Internet, du bien comme du moins bien, évidemment, mais on a la connaissance qui est disponible partout, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment être curieux et être ouvert sur son monde et pas être fermé et renfermé sur soi parce que sinon on se ferme plein de portes et plein d'opportunités. Le conseil aux jeunes, c'est d'abord connaître vraiment leur identité. Ça commence par là. Et puis croire en ce qu'ils sont. Croire au-delà de vraiment les circonstances. Et je dis les circonstances même proches, ça peut être des parents. J'en ai rencontré des jeunes qui se disent « Mais comment vous avez fait avec Mathilde ?» Et ils me disent « Ah, elle a de la chance de vous avoir » parce que tous les jeunes n'ont pas des parents qui les soutiennent. Mais même si on n'a pas des parents qui soutiennent, il y a forcément des gens autour de vous qui peuvent vous aider à trouver votre voie. Donc croyez en vous, allez vous entourer des personnes qui vont vous aider à vous accomplir et qui vont vous aider à rentrer dans ce pourquoi vous êtes appelés à faire sur cette terre. Et voilà, et puis du courage, et puis du cœur, et puis de l'amour, et puis la curiosité, et puis de la persévérance. Enfin, ça fait beaucoup, mais en fait, c'est ce à quoi on est appelés, non ? Tous. Pour intégrer Saina, c'est très simple. Donc il faut que vous ayez, la règle générale, c'est Bac+2, d'accord ? Toutes filières confondues. Si vous avez en dessous d'un Bac+2, mais que vous avez des expériences professionnelles, vous avez une chance d'intégrer Saina. Ce qui compte d'abord, c'est votre motivation et votre volonté de vous en sortir. Et donc vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à hello@saina.io. Puis on vous enverra un formulaire. On y aura aussi un formulaire qui sera bientôt disponible en ligne. Et voilà, tout simplement. Et puis indiquer quelle formation vous souhaitez suivre. Et voilà, très 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 simple. Nous, on croit qu'il y a plus qu'à Madagascar. On croit que le modèle qu'on a mis ici en place, d'ailleurs, il n'existe pas encore en Afrique. Et on a été sollicité par déjà beaucoup de pays africains pour pouvoir déployer Saina en Côte d'Ivoire, au Sénégal
et Bénin. même au Bénin et même dans l'océan Indien. Finalement, Made Digital, c'est une super opportunité de travail, quel que soit l'endroit où on est sur cette terre, et avec un minimum de bagages, c'est-à-dire un ordinateur et une connexion Internet. Toute la connaissance, elle est sur Internet. Nous, on est juste là pour guider, pour accompagner, pour encourager, pour peut-être montrer la voie. Mais on sait que ce n'est pas que pour Madagascar, mais pour l'Afrique aussi. C'est ça qu'on a dans notre cœur. Voilà. Corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paie. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business models et de business plans. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.